Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Vous savez sans doute que le corps et l'esprit interagissent et parfois c'est plus simple de passer par le corps pour libérer l'esprit, tandis que d'autres fois il faut faire le contraire. Aujourd'hui nous allons évoquer un sujet qui est assez mal compris en règle générale. On va parler de la psychosomatique et c'est en compagnie de Michel Oudoul qui comme d'habitude saura vous expliquer clairement de quoi on parle lorsqu'on évoque une maladie psychosomatique. Alors j'ai remarqué que très souvent, les gens croient que ce genre de maladie n'existe pas et serait uniquement dans notre tête. Et évidemment, c'est faux. Une maladie psychosomatique doit être soignée, comme toutes les maladies, évidemment. Et puis, on verra aussi que plus particulièrement encore dans ce genre de maladie, eh bien, il est nécessaire de trouver du sens afin de pouvoir en guérir mieux. En tout cas, je vous invite à venir témoigner et poser vos questions. Et pour ça, vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Michel Oudoul. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu et vous avez bien sûr écrit ce best-seller qui vient de sortir en édition magnifique. Hein, il est magnifique, absolument. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Alors c'est sorti en numéro limité, hein, donc il en reste encore quelques-uns. 30 ans. Mais ceux qui désirent l'avoir, je les invite à l'acheter assez rapidement. Vous avez également écrit d'autres livres, hein, notamment Pourquoi ça m'arrive maintenant, etc. etc. Comment Bref, aller chaque jour de mieux en mieux. Et ça, c'est le dernier, oui, enfin le dernier nouveau dans l'écriture. Alors, on va parler aujourd'hui de psychosomatique. J'imagine que dans le shiatsu, on en parle plus particulièrement ou pas ? Non, on n'en parle forcément. pas plus particulièrement dans le shiatsu parce que tout va dépendre dans quel courant vous pratiquez. Il y a différents courants dans le shiatsu. Le shiatsu peut être totalement silencieux et uniquement une pratique corporelle. La dimension qui est la dimension psychosomatique, c'est celle que j'ai apportée avec la psycho-énergétique et qui s'appuie sur certaines références de la médecine traditionnelle chinoise notamment, et qui permet ainsi, lorsqu'une zone corporelle est en tension, d'envisager qu'il puisse y avoir un lien avec des vécus particuliers qui peuvent être les nôtres. On est dans un travail dans lequel le travail corporel de la technique shiatsu, ça veut dire pression des doigts, donc c'est une sorte d'ostéopathie à l'orientale, mais qui s'appuie aussi sur les données de l'énergétique de la médecine traditionnelle chinoise, donc on connaît notamment avec l'acupuncture, et auquel on vient rajouter la dimension dite psycho-énergétique, qui est la dimension qui associe à cela, à travers les grandes arcanes de l'énergétique, le sens et le vécu psycho-émotionnel qui peut être associé à la douleur et qui peut être associé à travers toutes ces grandes idées qu'on vulgarise par le langage commun, du style que si j'ai mal à la tête, c'est peut-être que quelque chose me prend la tête, qui semblent être des discours réducteurs. Et c'est là où on retrouve effectivement ce que vous disiez, qui est l'insuffisante ou mauvaise interprétation de la terminologie psychosomatique. Quand on dit et qu'on parle de quelque chose de psychosomatique, ça ne veut pas dire effectivement que c'est imaginaire, que c'est une invention de la tête ou que c'est un problème on est vraiment malade. Mais c'est l'essence même du terme. Psycho, ça veut dire psycho, donc effectivement on est sur les questions psychiques et les questions intérieures à l'individu, mais soma, ça veut dire corps. Et donc psychosomatique, ça veut dire le psychologique ou le psycho-émotionnel qui s'exprime dans le corps. Donc tout le monde sait que l'ulcère à l'estomac est quelque chose qui a une origine avec ça. Tout le monde sait que l'eczéma est quelque chose de psychosomatique, etc., etc. Ce qu'on peut peut-être déjà dire pour que le grand public comprenne bien, c'est que au fond, quand on est très stressé, très fatigué, notre système immunitaire est un peu fragilisé, donc on va plus facilement tomber malade. Et c'est déjà une explication du psychosomatique. Plein de façons simples et à la fois rationnelles, argumentées, scientifiques de démontrer les choses. Et on a même d'ailleurs des découvertes plutôt récentes de la science sur la manière dont ça fonctionne. C'est ce qu'on a redécouvert il y a quelques années avec le fameux Takotsubo, le fameux syndrome du cœur brisé, où on s'est rendu compte qu'effectivement le choc émotionnel de la perte d'un être cher, donc on ressent qu'on a le cœur brisé par le deuil ou la souffrance, etc. Eh bien ça peut réellement déchirer des fibres du muscle cardiaque.
Donc maintenant, la science sait le montrer et le démontrer, ça. Et on va rencontrer ça, bien sûr, dans tout un tas de moments, de manifestations et de situations, et dont on sait effectivement que certaines d'entre elles, le stress, les chocs, les perturbations, etc., sont ce qu'on appelle immunodéprivantes. Et donc, le système immunitaire baisse la garde. Il y a 2 dimensions dans le système immunitaire. Il y en a une qui va défendre la biologie. Donc, ce sont les anticorps, ce sont les lymphocytes, ce sont etc. Et lorsqu'il baisse, eh bien sûr qu'on va plus facilement ouvrir la porte aux microbes. Et donc, il y a 10 personnes dans une pièce. Et notamment au virus. Voilà, il y a 10 personnes dans une pièce. Il y en a 5 qui auront la grippe. Le microbe est présent partout. Le virus est présent partout. Il y en a 5 qui ne l'auront pas. Mais ça peut être aussi une immunodépression, non pas sur le champ de la biologie, mais sur le champ de la psychologie, c'est-à-dire des affects. Et à partir de ce moment-là, cette immunodépression, elle peut générer 2 choses. Des comportements accidentogènes, c'est-à-dire qu'on va baisser de vigilance, on va mettre en place des comportements alimentaires qui ne seront pas adaptés, etc. On va glisser sur le trottoir, on va glisser sur le trottoir, alors que le voisin au même endroit ne glissera pas. Et donc on va mettre en place toute la stratégie qui va conduire à l'accident ou à la blessure. Et il y a dedans rien de magique, rien d'imaginaire, mais il y a une simple réalité mécanique. Alors il y a 2 choses peut-être. Alors il y a une question un petit peu, je vais oser vous la poser quand même, mais la première chose c'est qu'évidemment si il y a des émotions qui ne circulent pas, qu'on n'arrive pas à exprimer, ça peut se retourner contre nous. Et là c'est pareil, c'est psychosomatique si je puis dire. Bien sûr, hein. Bien sûr. Mais je crois que tout le monde le comprend. Voilà, même les grands de la psychologie, Freud et Jung l'avaient constaté, ils le savaient. Ils savaient que quand il y avait des refoulements ou des émotions qui étaient rentrées, ça finissait par avoir une conséquence pathologique. Voilà. Et alors, j'ose cette question. On dit souvent que le cancer est psychosomatique. Est-ce que vous en diriez ? Ça, je ne sais pas. Très sincèrement, il y a énormément d'endroits et de zones et de manifestations et de comportements accidentogènes ou de pathologies sur lesquels je vais pouvoir vous dire oui. Ça, moi, j'ai pu valider et vérifier que c'est ça, ça et ça. A priori, il y a de toute façon derrière des pathologies de type cancéreux quelque chose qui est en lien avec une problématique de cette capacité immunitaire à nous protéger. Il faut savoir que le système immunitaire, son premier rôle, c'est de protéger d'abord l'interne. Et donc le premier rôle du système immunitaire, avant de lutter contre les microbes, c'est d'abord de détruire les cellules qui ont besoin de mourir en nous. Donc les cellules cancéreuses, voilà. Évidemment. Et alors le problème, c'est que la cellule cancéreuse, elle est capable de cacher les marqueurs de l'apoptose, c'est-à-dire du moment où elle doit mourir, et donc échapper de cette façon-là à notre système immunitaire. Donc on peut poser l'hypothèse de ça. Mais là, ça peut parfois, mais parfois voilà, ça peut être dû à la pollution voilà. ou à d'autres. Parce que ça peut être aussi un certain nombre de choses que l'on consomme, que l'on mange, les environnements dans lesquels on vit, enfin, etc., etc. Bien sûr. Bon, eh bien, je crois qu'on a un petit peu expliqué clairement de quoi il s'agit. Et puis même maintenant, on vous donne la parole. Vous n'hésitez pas à réagir si vous avez envie de poser des questions à Michel Odoul. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Vous voulez réagir et participer à l'émission ? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Donc Delphine, vous attendez la réponse de Michel Odoul. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Ben oui, il va vous donner la réponse, mais pour ça, il faut quand même que vous lui disiez un petit peu où vous avez mal. Alors depuis quelque temps, en fait, j'ai une pointe au niveau du bassin, côté droit. Une douleur qui n'arrive pas à passer, qui donc n'a pas l'air d'être mécanique. Voilà, donc au niveau du bassin, côté droit. Dans le dos plutôt, donc j'imagine. Oui, dans le dos, à l'arrière, oui. À l'arrière. Dans la fesse, quoi, presque. Un petit peu au-dessus, oui. On n'est pas sur un nerf sciatique au niveau de la fesse, on est au-dessus. Vraiment, la fin de... on pourrait dire au niveau des reins, quoi. Oui, on pourrait dire au niveau des reins, oui, tout à fait. Oui. Enfin, les reins sont beaucoup plus hauts qu'on imagine la plupart du temps. Donc, de ce que vous décrivez, je pense que c'est quand même quelque chose qui ressemble à du sciatique. Vous savez, la sciatique, ça commence à partir de la 5e lombaire et de la première vertèbre sacrée. Donc vous êtes vraiment au niveau de la colonne vertébrale déjà là. Donc après, ça peut irradier du côté sacro-iliaque, c'est-à-dire à partir du sacrum vers la hanche,
Après, ça peut être au niveau du fessier, ça peut être derrière la cuisse, derrière le genou, dans le mollet, ça peut aller jusqu'au petit orteil. Et suivant la zone du nerf sciatique qui est comprimée, ça va générer la douleur à tel ou tel endroit. Mais a priori, il y a quelque chose qui semble parler d'une tension au niveau lombaire. D'accord, oui. Et donc, Mais c'est une douleur qui est survenue en fait après certaines prises de conscience. oui. Et c'est vrai que ces prises de conscience, je les ai pas encore complètement digérées, je dirais. Hein, j'en ai Alors, conscience. c'est quoi cette prise, ces prises de conscience, c'est quoi? C'est un système de... En fait, j'ai pris conscience de quel type d'homme j'attirais régulièrement à moi. Et il y a vraiment une prise de conscience forte qui n'avait pas été faite sur les années précédentes. Et donc il y a eu un peu de, je m'en suis un peu voulu de m'être dit, mais mince, pourtant j'en avais un peu conscience, mais je suis retombée dans le panneau, et un peu de lutte et un peu d'intolérance envers moi-même. D'accord. Donc vous vous punissez, si je puis dire. Vous êtes en train de vous punir de ces mauvais choix que vous avez faits depuis quelque temps. Prenez un martinet, ça fera moins. Ça arrive parfois. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils ne méritent pas, qu'ils sont pas, etc., qui peuvent avoir donc des petits sabotages plus ou moins directs ou cachés. Ça existe toutefois. Vous savez, il y a dans le corps des structures qui sont des structures qui rentrent en résonance. On évoquait tout à l'heure la question psychosomatique. C'est-à-dire chaque partie du corps peut être associée à un pan du psychisme. Les vertèbres lombaires, c'est les 5 vertèbres les plus solides. C'est celles qui portent tout le poids du corps. Et elles rentrent en résonance avec les 5 structures fondamentales psycho-émotionnelles d'un individu par rapport à la vie et à sa vie, qui sont le couple, la famille, le travail, la maison et, entre guillemets, le pays ou le territoire de vie qui est le sien. Tout à l'heure, je vous parlais de la 5e vertèbre lombaire. La L5, c'est justement celle qui est représentative du couple. Alors évidemment que si on a du mal à la constitution d'un couple, ou si on a vécu de la tension dans cette constitution-là, que ce soit un couple intérieur, c'est-à-dire l'équilibre en soi entre l'animal animus, comme disait Jung, entre les pans action et les pans repos ou détente, les pans agression ou les pans calme et pacification, etc. Ou dans le couple extérieur, c'est-à-dire le rapport à l'autre, et notamment le rapport à l'autre avec lequel on a quelque chose qui peut se créer, qui s'appelle un. 2 deviennent 1, c'est la constitution d'un couple. Il peut y avoir des tensions qui s'inscrivent. Vous dites du côté droit, c'est ça ? Côté droit, oui. Et le côté droit, lui, il a plutôt tendance à parler de ce qui est en lien avec le féminin, la symbolique, la dynamique maternelle ou féminine. Et que peut-être bien que ce que votre corps est en train d'exprimer, de dire, c'est que il y a peut-être une difficulté encore pour vous à trouver une juste place, un juste équilibre, voire une juste valeur de ce que vous êtes en tant que femme dans la constitution d'un couple. Et c'est ce qui peut vous conduire à aller à la recherche du mauvais masculin. Oui, ça me parle complètement. Il faut toujours savoir, Delphine, c'est pour ça qu'on aborde la psychosomatique aujourd'hui, c'est qu'entre le moment où on a compris et qu'on a mis en conscience, si je puis dire, quelque chose de son comportement, de sa vie, de ce qu'on a, et le moment où le corps, lui, va le digérer, il y a un temps de latence. Donc, même si consciemment vous avez avancé, le corps, il a un petit temps de retard. Oui, ça j'en suis complètement consciente. Et puis là, les mots que vous mettez, pour moi, me parlent à 100%. À 100%, d'autant plus que il y a le côté familial et couple qui est venu quand même s'entremêler dans tout ça. Oui. Et ça remonte peut-être un petit peu, fait que la tension remonte peut-être au niveau de la 4e lombaire, effectivement, qui représente la famille. Mais très globalement, dans ce que j'ai entendu et que vous disiez, et ce qui fait qu'il y a peut-être un petit résiduel qui continue à exister, etc., c'est que maintenant, il faut vraiment aller travailler le vrai sujet. Le vrai sujet, ça n'est pas le mauvais masculin. C'est l'image du féminin. C'est l'image de votre... Voilà. Et c'est là où j'ai de la résistance encore un petit peu, parce que c'est d'accepter en fait ce mauvais féminin, mais de se dire, mais voilà, je clôture des gros dossiers et maintenant il va falloir ouvrir un autre dossier qui est peut-être gros, qui est celui que j'ai pas voulu voir pendant des années. Donc il y a un peu cette lutte
Et j'ai Oui, la mais bonne il n'est pas volonté, gros, ce mais dossier. j'ai la résistance. Il n'est pas gros ce dossier-là, il est magnifique. Mhm. C'est pas Oui, mais c'est pas la même chose. Et non, du tout. C'est pour ça que ça me parle beaucoup et je suis ravie de notre échange. Merci. Ben, je vous en prie, Delphine. Et puis donc, ouvrez ce dossier avec joie et comment dirais-je, et sécurité Et confiance. Et confiance. Et donc normalement tout va avancer tranquillement. Voilà. Et c'est ce que je vais faire et je voulais encore vraiment vous remercier, Brigitte, pour toutes vos émissions qui sont vraiment très très soutenantes, où vous avez tout le temps des invités de qualité et aujourd'hui je suis ravie d'avoir pu avoir cet échange avec vous, Michel. Merci beaucoup. Mais Merci je vous en à prie, si ça vous aide à avancer, on est là pour ça, on est là pour que tout le monde se sente bien, se sente mieux dans sa vie. Je crois que c'est, quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est ça mon objectif. Et donc aujourd'hui, évidemment, on va plutôt parler du corps. Dans un instant, on se retrouve pour le Love Conseil, se tenir droit. Aujourd'hui, avec Michel Odoul, nous décryptons vos maux du corps dans vos maladies psychosomatiques. Vous souhaitez participer à l'émission? Appelez-nous au 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Michel Odoul, on sait aussi, puisqu'on parle de psychosomatique, donc du corps, de l'esprit, on sait aussi que la manière dont on se tient dans son corps peut avoir de l'influence sur notre esprit. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de vous tenir droit, parce que si on se concentre et qu'on essaye de se tenir un petit peu plus droit en règle générale, au lieu de s'avachir dans son canapé ou sur sa chaise, eh bien on peut avoir l'esprit un tout petit peu plus aiguisé, un peu plus structuré. De même quand on marche, si on s'applique à regarder plutôt loin que de regarder ses pieds, notre horizon va également s'élargir et donc sinon on finit par avoir une vision étriquée du monde et on se replie un petit peu sur soi-même. Et on pourrait développer évidemment à l'infini ces exemples. Donc l'intérêt de ce Love Conseil, c'est de modifier quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre comportement et peut-être de voir comment dans votre comportement corporel vous pourriez le bouger. Par exemple, si vous avez tendance à avoir l'impression que vous portez tout sur les épaules, peut-être que vous pouvez ouvrir un peu la poitrine et vous aurez les épaules plus dégagées et peut-être que vous accepterez plus facilement de refuser de porter sur vos épaules quelqu'un qui est sans cesse en train de vous demander quelque chose. Si vous avez tendance à être un petit peu trop timide avec les autres, eh bien pareil, ouvrez les épaules, sortez la poitrine et tout d'un coup vous allez prendre de l'assurance. Alors je pourrais développer, enfin vous pourriez certainement même d'ailleurs trouver beaucoup plus d'exemples que moi encore, Michel Odoul, mais alors c'est pas, encore une fois, c'est pas magique, hein, mais ça fonctionne. C'est pas que c'est pas magique ou etc. C'est une pure et simple réalité. C'est-à-dire que on est là dans la biomécanique, on est là dans la biologie, on est dans la neurologie et on est aussi dans la psychologie. C'est-à-dire que j'avais un grand maître d'aïkido qui avait une phrase un peu particulière qui s'appelait Sao Tomé et qui disait soyez droit et la tête haute et petit à petit votre esprit sera plus réélevé. C'est-à-dire que la manière et le postural qui est le nôtre n'est pas un fait du hasard, mais c'est la résultante de la manière dont on se pense dans l'espace, plus ou moins consciemment ou pas. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est tout à fait exact que ça commence avec la manière dont on porte le regard. Si on a le regard qui se porte droit, on a une position particulière du crâne et de la tête au niveau des appuis sur la première vertèbre cervicale. C'est là aussi se tisse cette vertèbre qui s'appelle l'atlas. L'atlas, c'est notre point d'appui au monde. C'était ce qui portait le monde. Et dans la manière avec laquelle nous sommes positionnés par rapport à notre monde et la manière dont nous le regardons, eh bien ça va déterminer tout le reste, et notamment notre gestuelle. Nous avons dans le corps une mécanique qui s'appelle la proprioception, qui est considérée peut-être comme une espèce de sixième sens, qui est que peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais on s'en sert en permanence. Quand on marche sur un trottoir, qu'on discute avec quelqu'un, à aucun moment on regarde où on met les pieds, etc. Pourtant, on va éviter la feuille, on va éviter le trou, on va marcher comme il convient. S'il y a une marche, on va la monter, la merde etc. de chien. Voilà, sans qu'il y ait obligatoirement le regard. Ce n'est que si on est fatigué, préoccupé, perturbé, que le regard est ailleurs ou l'attention est ailleurs, qu'on va risquer les choses. Et donc cette capacité à inconsciemment, par la posture et la manière dont on occupe l'espace, à se tenir comme il convient, elle est majeure. Et effectivement, on peut inverser la proposition. C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, quand je ne suis pas en forme et que je me sens fatigué, etc., je vais naturellement avoir une posture dans laquelle la tête va se baisser, les épaules vont se baisser, je vais me mettre en sous-ventilation, etc., etc. Et c'est le moment là où, si on a conscience qu'on n'est pas bien, si on fait l'effort
Si on se fait l'incitation à se dire « redresse-toi, tiens-toi droit », il faut peut-être se le dire 15 ou 20 fois. Et bien petit à petit, on va réinstaurer l'équilibre de base et on va se remettre dans la posture qui va faciliter l'amélioration de l'état physique, qui va faciliter l'amélioration de la manière avec laquelle on se perçoit, etc. etc. Et c'est un espèce d'enchaînement qui est tout à fait cohérent, qui est tout à fait biologique, neurologique et en même temps psycho-émotionnel. Donc ça vaut le coup de s'y atteler. Oui. On a Sonia maintenant qui nous rejoint. Bonjour Sonia, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Michel, Bonjour. Je suis ravie d'être de nouveau à l'antenne. La dernière fois justement, on avait parlé parce que j'ai des soucis ORL depuis l'enfance, qui se sont accentués suite à des pertes d'être chers, de proches. Et ma question aujourd'hui c'était plus, ok, j'en suis consciente. Et après, quelles étapes ou quels outils quels pourraient aider justement à débloquer ça, quoi. Pas uniquement en être conscient, c'est une première étape. Alors déjà, c'est important ce que vous dites parce que ça parle certainement à énormément de gens. Il suffit pas d'être conscient de ce qui va pas chez nous, etc. et pourquoi on a tel symptôme. Ça suffit pas malheureusement parce que d'abord, on n'est pas toujours vraiment conscient en profondeur. Non, puis soyons clairs et précis. C'est pas magique. Je me casse une jambe. Je suis très content si je suis conscient du pourquoi je me suis cassé la jambe, mais c'est mieux de mettre un plâtre ou si c'est un fémur, de mettre une barre de traction pour éviter que celui-ci se raccourcisse. Donc le fait de prendre conscience de quelque chose ne signifie pas que les choses vont se régler d'elles-mêmes. On n'est pas dans la pensée magique. On est dans quelque chose qui est que, la prise de conscience va sans doute faciliter la récupération, la cicatrisation, etc., ou la récupération. Mais elle n'est pas en tant que telle et à elle seule thérapeutique. C'est une condition nécessaire, comme on dit en mathématiques, mais ce n'est pas une condition suffisante. C'est rarissime quand des prises de conscience plutôt brutales amènent des rémissions complètes. Ça existe, ça arrive, c'est souvent le cas après des NDE et des choses de ce genre-là. Mais sinon, en dehors de ça, oui, prendre conscience est important parce que ça nous dit dans quelle direction travailler pour pas que ça revienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler ou soigner le corps, c'est-à-dire faire prendre en charge, d'une manière ou d'une autre, de préférence dans une façon avec laquelle on ne cherche pas à faire taire le symptôme ou la manifestation, mais on cherche à lui donner du sens, mais en même temps, on protège le corps. Qu'est-ce que vous avez comme type de problématique ORL ? Eh bien, moi, depuis l'enfance, j'ai des soucis. Au début, c'était la gorge, les otites à répétition, etc. Et petit à petit, ça a quand même pris de l'ampleur. Souvent, c'était des traitements antibiotiques. Bon, j'ai quand même fait un chemin parce que je me suis dit, je peux pas être tout le temps sous traitement chimique, quoi. Donc, j'ai trouvé dans la médecine naturelle chinoise un accompagnement où on prend en compte aussi l'individu, son émotion, sa personnalité, si c'est quelqu'un de plutôt stressé. Et on creuse aussi sur ces aspects-là, c'est-à-dire qu'on ne traite pas uniquement la zone ORL, mais aussi les sources, en tout cas certaines sources qui peuvent justement amener cette zone-là à être un peu plus faible. Et c'est vrai que le dernier choc que j'ai eu, la dernière perte que j'ai eue, ça a été crescendo, c'est-à-dire que ça a accentué, ça m'a créé après des problèmes. Mais c'est quoi la dernière perte C'était ma mère, Et j'ai eu mon père très jeune, j'ai eu ma mère. Qui est décédée, vous voulez dire ? Oui, et aux périodes anniversaires, comme par hasard, on est un peu elle est morte. moins bien. Elle est morte il y a combien de temps, votre mère ? Il y a 5 ans à peu près. Il y a 5 ans, d'accord. Voilà. D'accord. Et vous parlez des poumons, mais les poumons, c'est la tristesse, je crois, Michel Odoul. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai. Je lis pas mal et j'ai entendu parler de ça aussi, que c'était souvent associé le fait d'être triste. Ouais. Alors après, bien évidemment que ce genre de vécu va générer cette émotion et elle est saine. Elle est saine à partir du moment où elle permet d'éliminer ce qui a été le vécu et permet de faire le deuil. Elle est malsaine quand elle devient quelque chose qui s'auto-alimente par lui-même et qui fait que la tristesse se transforme en regret. Il y a une nécessité fondamentale pour que la tristesse conduise au deuil, c'est l'acceptation. Il y a une vraie nécessité à l'acceptation. Vous parlez de la sphère ORL. La sphère ORL, c'est quoi ? C'est ce qui permet d'entendre, c'est ce qui permet d'avaler ou c'est ce qui permet d'exprimer ?
Donc peut-être faut-il que vous vous donniez la possibilité d'avaler les vécus qui ont été les vôtres, d'entendre ce que ça signifie et de commencer à vous donner le droit d'exprimer la souffrance. Et c'est dans cette direction-là que vous trouverez des pistes et que vous trouverez des réponses. Parce que peut-être depuis toute petite et depuis les premiers temps où vous avez existé, voire même peut-être déjà dès la phase intra-utérine avec un cordon autour du cou, peut-être que vous vous êtes interdit depuis toujours d'exprimer l'intensité des ressentis profonds, la peur de la perte et donc la peur de l'abandon. Alors moi j'ai eu une naissance un peu particulière parce que j'ai fait, je sais plus comment on appelle ça, bon, j'ai eu des ex-transfusions, c'est quelque chose comme ça, où il y a eu une incompatibilité de groupe sanguin entre ma mère et moi. Donc je me suis retrouvée hospitalisée dans les premiers jours de mon arrivée, avec des lampes, etc. Donc c'est le premier abandon. Ça a été, et puis à l'époque, on mettait... Donc je vous le redis parce que vous avez répondu trop vite, c'est le premier abandon. C'est le premier abandon, et puis c'est quand même une phase où on est totalement dépendant de sa mère, et quand on se retrouve comme ça entre des machines, on est totalement insécurisé. En tant que petit être. À cette époque-là, on vous transfère dans un autre hôpital seul. Oui, quoi, donc Sonia, il faut peut-être travailler sur comment vous pouvez vous enraciner dans votre corps pour vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous. Parce que peut-être que ce traumatisme de la naissance, parce que c'est un traumatisme pour un bébé de quelques jours. 3 jours. Voilà. Donc peut-être que ce traumatisme-là a créé chez vous un sentiment diffus d'insécurité corporelle qui fait que vous n'entendez pas vraiment très bien. Enfin, voyez ce que je veux dire au sens symbolique. Donc peut-être qu'il y a des notamment certains arts chinois sont intéressants pour ça, pour retrouver son équilibre corporel. Enfin, encore une fois, tout ce qui est tai chi, etc. Par exemple, oui, mais même yoga, enfin tout ce qui. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des pratiques extrêmes orientales, aller faire du théâtre. Ah oui, oui, ça peut être. J'en ai eu fait il y a longtemps, ouais. Bon, et ça allait mieux quand vous faisiez du théâtre, par exemple, justement. Oui, du théâtre ou même du chant. Je pense que ça doit. Parce Une qu'il y chorale, avait toute absolument. cette période. En fait, il y avait toute cette étape relaxation. 3/4 d'heure du cours, c'était de la relaxation, prise de conscience du corps, exprimer toutes les tensions, etc. Et après, il y avait quoi, 1/4 d'heure, 20 minutes de chant réel, quoi, en classique, c'était ça. Et je crois que vous avez besoin d'exprimer profondément par votre corps. Vous avez la gorge nouée depuis votre naissance. Sûrement. Mais bon, après, je me suis dit, il y a eu d'autres étapes, mais c'est vrai que c'est quelque chose, j'en ai un petit peu parlé, mais mes parents sont plus là pour me dire exactement, mais j'ai quand même des frères et sœurs, en tout cas, qui étaient plus grands que moi, qui ont pu un peu m'expliquer. À l'époque, en fait... Mais Sonia, excusez-moi, mais nous, notre ORL fonctionne bien, donc on vous entend parfaitement. Et j'entends parfaitement que vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Oui. Donc il faut vraiment que vous vous preniez en main et que vous fassiez quelque chose qui vous permet de vous repositionner, de vous positionner, parce que pour l'instant vous ne l'êtes pas. Vous êtes d'accord, Michel? Oui, un chemin qui... Vous avez de la difficulté à vous trouver parce que vous regardez derrière. Parce que vous regardez ce qui a été, vous regardez ce dont vous avez souffert, vous regardez les raisons pseudo-objectives pour lesquelles vous avez souffert, etc. Qui sont toutes des choses qui sont sans doute exactes et qui ont participé à cette espèce de fragilisation de cette zone particulière du corps qui s'appelle la sphère ORL. Oui, oui. Sauf qu'aujourd'hui, la solution, elle n'est pas là. On ne conduit pas sa voiture en regardant uniquement dans le rétroviseur. Il faut aussi regarder devant. Et dans ce qui est la question de regarder devant, il faut que vous vous préoccupiez non pas du pourquoi vous avez eu tout ça, mais de qu'est-ce que je peux faire pour que ça change. Là, il y a des pratiques physiques. Donc, on a évoqué le théâtre, on a évoqué les chorales, etc. Vous avez évoqué certains exercices ou techniques énergétiques venant d'Orient ou tout ça. Il y a plein de réponses qui sont dans ce champ-là. Et peut-être que dans un premier temps aussi, il faut vous faire aider par quelqu'un qui va vous permettre de faire un travail d'élimination des vieux schémas et qui va vous permettre de transformer la tristesse en quelque chose qui va être non plus du regret et donc de l'accroche vers le temps passé. Il faut savoir que l'énergie de la tristesse au niveau médecine traditionnelle chinoise, elle est associée au méridien du poumon et que lui, il est porteur aussi du rapport au futur. Et que donc ce rapport au futur, il ne peut pas se nourrir tant qu'on est accroché au passé. À partir du moment où on est à nouveau avec le regard, on parlait tout à l'heure de la posture, avec un regard qui regarde devant,
qui définit un horizon et une direction vers laquelle aller, à partir de ce moment-là, on commence à se sortir un peu les bottes de la glaise et à pouvoir avancer vraiment. Vous avez besoin de vous dans ce champ-là. Vous avez vraiment besoin de vous. D'accord, Sonia, c'est clair? Ok, oui, c'est clair. Je cherchais justement des pistes, des choses que je pourrais faire pour avancer. Donc, je vais aller par là, je vais faire mes petites recherches maintenant pour pouvoir essayer de trouver quelque chose. Bon, déjà la marche, rien que marcher dans la nature, ça me fait énormément de bien. En regardant loin, hein? Oui, que ce soit et si vous êtes au bord de l'eau, dans la forêt, j'aime bien. dans la forêt, surtout en plus, n'hésitez pas à prendre un morceau de bois, à cogner sur une souche en hurlant de toute force s'il n'y a personne autour. Non, je ne plaisante pas. Oui, je vous écoute. Expulsez. Oui. Okay. Même si vous ne mettez pas de mots, vous ne savez pas ce que c'est. Oui. Ouais. Histoire de sortir. Merci Sonia. À l'intérieur trop longtemps. Ouais, ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation et merci encore. Je vous en prie, Sonia. On se continue bien sûr sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur ou ajouter un commentaire ou même poser une question, le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Nous évoquons la psychosomatique, le rapport au corps, à l'esprit, et on essaye de décoder le pourquoi on a mal à tel endroit du corps. Florence, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Je vous en prie. Je voulais avoir une petite idée de la psychosomatique, ce que ça pouvait représenter pour moi. J'ai découvert le livre de Michel Odoul il y a une quinzaine d'années et depuis, donc, bien sûr, j'essaie de comprendre des choses, mais j'avoue que c'est très difficile. Donc, j'ai eu pas mal de pathologies. Donc, j'ai commencé par une appendicite à l'âge de 4 ans. J'ai eu un zona par la suite, vers les 4-5 ans aussi. Et après, j'ai eu mes 2 enfants et ensuite j'ai enchaîné donc un kyste ovarien gauche, puis une mastectomie gauche et ensuite un kyste ovarien droit avec une triple torsion. Et voilà, donc ça veut dire qu'on m'a enlevé les deux ovaires. En 2023, on m'a enlevé en 2023, oui, on m'a enlevé le deuxième ovaire. Et ils avaient quel âge, vos enfants, quand on vous enlève les 2 ovaires? Alors, j'ai pas fait trop le calcul, mais je pense que mon fils devait avoir 12-13 ans. D'accord, donc c'est bien après vos... Après le premier, non, ils ont 12 ans d'écart, mes enfants. Donc, la mastectomie est arrivée après ma fille. La mastectomie et l'ovaire droit est arrivé après ma fille. D'accord. Michel, vous voulez poser des questions peut-être? La question, c'est savoir si toutes ces pathologies ont un point commun avec la psyché, quoi. Est-ce que elles sont toutes liées à la même problématique ou pas? Alors toute la même problématique, ça je ne sais pas. Je pense qu'il peut y avoir des problématiques en fonction de la phase de vie dans laquelle on est. Vous parlez que vous avez eu un zona vers l'âge de 5 ans, ça veut donc dire que vous avez eu la varicelle avant? C'est possible. Je ne sais pas, je n'ai pas de souvenir de ça. Oui, parce que le virus du zona, c'est le virus de la varicelle qui est un virus qui devient résident après. Donc qui a eu un besoin de constituer une immunité par rapport à un monde extérieur, qui était un monde extérieur sans doute qui vous mettait en stress ou en pression. Comment ça se passait au niveau familial à cette époque-là? À cette époque-là, j'ai pas de souvenir d'avoir eu trop de stress. Alors, le problème, Florence, c'est que les choses arrivent quand vous avez 4 ans, puis 5 ans. Et malheureusement, on sait très bien que tout ce qui nous arrive avant 3 ans et demi, souvent, on ne s'en souvient pas. Donc, il peut y avoir eu quelque chose qui vous est arrivé, un peu de maltraitance ou c'est ça, parce un peu d'inceste. Ça, je ne sais pas, mais il y a en tout cas quelque chose qui est en lien avec l'enfant, puisque les problèmes ovariens chez vous ont émergé aussi après l'enfant. Et donc,
Sinon, en dehors de la capacité à la mémoire, parce qu'effectivement, comme le dit Brigitte, en dessous d'un certain âge et avant d'être suffisamment vieux pour se rappeler, parce que quand on devient beaucoup plus vieux, à ce moment-là, on se remet à retrouver des mémoires beaucoup plus précoces. Comme vous le disiez, Brigitte, avant un certain âge, il n'y a pas d'accès à cette mémoire. Par contre, ce que vous pouvez constater, c'est que dans le rapport à l'enfant, il y a quelque chose qui est assez tensionnel. Pourquoi a-t-on besoin de vous enlever à un moment donné ce qui peut être porteur de l'enfant ? Si ce n'est que peut-être vous-même, enfant, vous avez subi des choses qui vous ont un peu fragilisé. Et voilà. Encore une fois, moi, je ne dis pas ce qui vous est arrivé. On n'en sait strictement rien. Hein. Oui. Ouais, pas, en tout cas, moi, j'ai pas de souvenir de quoi que ce soit. Si vous avez encore vos parents, ça peut être intéressant de les questionner. Vous savez, ça peut être une chute, ça peut être tellement de choses. On va pas poser. Alors, j'ai perdu ma mère suite en 2008 en fait, et j'ai eu après elle a eu 2 cancers du sein. Et moi, j'ai eu un cancer du sein après, en 2017. Donc ça c'est peut-être le deuil qui vous a énormément marqué et qui fait qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu affaibli. Bon, ça, c'est possible. C'est difficile, hein, avec on sent un peu de confusion et d'imprécision et de recherche dans les dates et etc. Il faut que vous précisiez absolument quelle a été la chronologie historique et contextuelle dans lesquelles les choses sont arrivées. C'est ça qui va vous permettre de donner du sens, parce que le contexte, l'époque, ça sont des choses qui sont extrêmement parlantes. En revanche, il y a une trame qui est une trame commune, qui est la trame de l'enfant. La trame de l'enfant en ce qui vous concerne et la trame de l'enfant quand vous avez eu les autres et la trame de l'enfant dans la relation à sa mère. Il y a quelque chose qui est là, sans doute, dans l'existence d'un lien où il y a peut-être eu une mise en danger, une fragilité, le sentiment d'un endroit à exister ou à être. Il y a vraiment une prise qui est de conscience qui est nécessaire, parce que quand on est obligé d'aller toucher à l'ovaire, quand cette zone, qu'est-ce que c'est un kyste, hein, si ce n'est une fabrication de chair, une induration, c'est un pseudo-fœtus presque, c'est une pseudo-création de vie qui est là. Et donc il y a peut-être quelque chose en vous qui essaye de parler fondamentalement et globalement que la vie est un risque à prendre, qu'il y a un espèce de stress autour de ça, et que l'enfant qui arrive n'est pas obligatoirement quelqu'un qui, dans un premier temps, amène de la joie ou du confort, et que peut-être il y a une tension fondamentale, et que dans ce qui s'est ensuite passé avec votre mère, le cancer constitutif ossien qui est arrivé derrière signe une espèce de fusion et une espèce de tentative d'absorber la dette ou une partie du fait que l'autre a été malade et a souffert, et etc. Peut-être à cause de nous. Moi, je crois, Florence, quand je vous écoute depuis le début de votre témoignage, je crois que vous avez envie de comprendre des choses, mais vous aimeriez qu'il y ait des réponses toutes faites. Et je pense que votre travail à faire, c'est de commencer à essayer de réfléchir par vous-même sans aller chercher des réponses dans le livre de Michel ou dans d'autres livres. Moi, je vous conseille plusieurs choses. Je vous conseille d'abord peut-être par exemple, de réécouter en podcast, et à toutes les questions, réponses que vous a fait Michel Odoul, prenez une feuille de papier et écrivez ce que ça vous dit, qu'est-ce qui vient, et essayez aussi peut-être de regarder des photos de vous du moment de la naissance jusqu'à aujourd'hui, et voyez s'il y a des choses qui vous viennent à la surface. Peut-être aussi noter vos rêves par rapport à essayez de trouver le fil de votre propre histoire. C'est votre propre histoire qui va vous donner la réponse. C'est pas des réponses magiques que vous allez trouver même si je respecte énormément évidemment le livre de Michel Odoul, tout le monde le sait, mais vous voyez, je crois que vous cherchez trop des réponses immédiates. Il faut que vous ayez le courage. J'entends bien qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vous font ne pas aller très très bien, et c'est ce fil là qu'il faut, je pense, aller trouver. Et puis il y a certainement quelque chose de transgénérationnel chez vous aussi qu'il faut aller chercher. Oui, je pense qu'il y a quelque chose dans ce contexte. Vous êtes la seule, vous êtes fille unique ou pas ? Non, on est 3 sœurs. D'accord.
Alors voyez avec vos sœurs aussi, parlez avec vos sœurs aussi. Voilà. Oui, ça je fais déjà. Mais vous savez, il y a des caractéristiques précises derrière le zona, derrière la varicelle, etc. Ce sont des choses qui font mal, qui sont douloureuses, qui se démangent et qu'il ne faut pas gratter. Par conséquent, il y a sans doute quelque part de famille. Des vécus sur lesquels il ne faut pas les gratter parce que ça fait mal. D'accord. Oui, ça me parle, ça peut me parler. Après, la mise en danger, ça peut me parler aussi. Et puis, rapport à l'enfant, oui, je pense que lié à la mère, c'est possible qu'il y ait... Alors, il y a eu des avortements, ça c'est sûr, de ma mère, et je pense que peut-être qu'il y a quelque chose là qui était non-dit, bien sûr. Il y a peut-être eu des problématiques à ce niveau-là. Écoutez, prenez le temps de chercher. De toute façon, le fait que vous commencez à chercher par vous-même, en vous-même, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser. Parce qu'on sent, moi j'entends aussi entre les mots une certaine tristesse, un petit manque d'élan vital qui fait que c'est lourd à porter tout ce que vous portez depuis votre naissance. Et donc essayez de le déposer, si je puis dire, voyez, sur ce que je veux dire dans ce sens-là. D'accord. Écrivez des choses, écrivez. Au début, vous aurez l'impression de perdre du temps, et puis tout doucement, il y a des choses qui vont ressortir. L'écriture est une belle manière de rentrer en soi. D'accord. N'hésitez pas. C'est toute la difficulté d'ailleurs, Michel Odoul, de trouver. Il suffit pas malheureusement de trouver des réponses immédiates. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, ce qui est important, c'est de rediriger le regard dans la bonne direction. C'est-à-dire que la plupart du temps, les graines de la réponse se trouvent déjà dans le fait qu'on se pose la question. Et tant qu'on cherche la réponse absolue, toute faite, systématique ou recette, on va être dans l'écume des choses, on n'ira jamais sur le fond, parce que la causalité, elle est tout de suite quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas se préoccuper de l'effet et d'essayer de le faire taire. Et donc aller chercher la véritable réponse, c'est effectivement ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, Brigitte, c'est-à-dire se laisser le temps aux choses de prendre leur place. Et il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est que quand on rencontre le mot ou la circonstance qui nous parle, on sait que c'est ça. Oui, il y a une sorte de déclic. Il y a une sorte de déclic. Absolument. Et ça peut être dans le champ conscient de l'ici et maintenant, ou comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à travers le rêve. Souvent, des fois, dans les discussions, par exemple, on ne peut que conseiller à madame de porter une attention aux rêves qui vont émerger dans les 2-3 nuits qui vont suivre son témoignage et cette émission. Parce que là, il peut y avoir des pistes intéressantes qui peuvent être livrées par les structures profondes, par l'inconscient. Parce qu'au fond de nous, on n'a pas un ennemi, on a un allié qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui laisse le droit de s'exprimer. Et puis je voudrais ajouter qu'on est sans cesse en train de regarder un film, de lire un livre, de parler avec quelqu'un, et quand comme ça, par hasard, il y a un truc qui nous marque un tout petit peu, ça parle toujours de nous, Bien finalement. sûr. Et c'est ça qu'il ne faut pas louper. Alors, on va continuer évidemment après les infos, mais vous n'échappez pas à ma petite devinette, Michel Odoul. Écoutez bien, c'est un homme qui dit à sa femme « J'ai décidé de changer de sexe ». Et qu'est-ce qu'elle lui répond ? Vous aurez la réponse tout de suite après les infos. Et n'hésitez pas, évidemment, Michel Odoul reste avec nous. Deuxième heure. Vous souhaitez en savoir plus sur vos maladies psychosomatiques? Vous avez une question à poser à Michel Odoul? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons continuer dans cette deuxième heure en compagnie de Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » aux éditions Albin Michel, d'évoquer le rapport entre l'esprit et le corps, les maladies, la psychosomatique, etc. Et vous pouvez bien sûr réagir et venir le questionner en nous appelant sur Sud Radio au 0826 300 300. D'abord, la réponse à ma devinette, c'est un homme qui dit à sa femme « J'ai décidé de changer de sexe ». Qu'est-ce qu'elle lui répond ? Aucune idée. Aucune idée, strictement. Alors elle lui répond « Tant qu'à faire, prends-en un plus gros ».
Ah oui. Voilà, c'est de l'humour, hein, bien sûr. C'est de l'humour. Alors, la petite devise du jour, la perfection n'est pas de ce monde. Pourquoi dès lors vouloir être parfait ? Je crois que ça fait partie des choses essentielles si on veut avoir confiance en soi et aimer la vie. Eh ben, c'est accepter toutes ces imperfections et se foutre que les autres les voient, puisque de toute façon on les accepte et que c'est très souvent parce que on voudrait être mieux que ce qu'on croit qu'on est qu'on se pourrit la vie en fait. Hein. Oui, puis tout ça c'est articulé autour d'un hiatus de quelque chose qui est une mauvaise interprétation des choses. La perfection, ça n'est pas un but à atteindre, c'est un horizon vers lequel aller. C'est-à-dire que le travail sur soi, vous parliez tout à l'heure de la posture droite, ça fait partie de ces éléments-là, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Mais il faut bien comprendre que quelque chose vers lequel il faut tendre, c'est comme l'horizon. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va vers lui, il s'éloigne. C'est-à-dire que c'est une quête permanente. Et que donc aller vers ce qui est le mieux, vers l'excellence ou ce qu'on peut qualifier de perfection, pourquoi pas, ça peut être un bon projet. C'est quand on croit qu'il faut l'atteindre. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient une vraie souffrance. Exactement, on est sur le chemin et puis on n'y arrivera jamais au bout du chemin, mais on y est et c'est ça qui compte évidemment, chaque pas qu'on fait. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Heureuse de vous retrouver. Alors, nous aussi Valérie, on vous écoute, allez-y. Moi j'ai deux petites questions parce que je ne vais pas du tout bien. Alors du coup ça se traduit, hein, j'ai mon corps qui réagit forcément. Donc, vous n'allez pas bien, vous voulez dire dans votre tête, enfin dans votre vie en général, vous êtes pas heureuse en ce moment? Mon corps ne va pas bien, donc je ne vais pas bien. On va dire ça. D'accord, donc c'est d'abord votre corps ou c'est d'abord vous qui n'allez pas bien? Non, je dirais d'abord que c'est mon corps, ouais. D'accord. Alors, ça a commencé par des douleurs de cervicale à gauche, hein, des maux de tête tous les matins. J'ai bien compris que ça devait être bloqué, qu'il y avait une tension au niveau cervical. Ensuite, j'ai eu des petits problèmes d'urine, c'est-à-dire que, je m'explique, quand j'allais uriner, je sentais bien que le jet était dévié. Comme s'il y avait quelque chose qui gênait pour l'écoulement de l'urine. Alors, ça m'a un peu interpellée, sans plus. Et puis, j'ai constaté que j'avais quand même des urines très foncées et odorantes. Donc là, ça a de nouveau, ça m'a quand même... Alors, je buvais bien, j'essayais de faire attention et de comprendre ce qui se passait. Et puis, quand je vidais ma vessie, j'avais des picotements. Donc, j'avais pas de brûlure urinaire, j'avais pas de fièvre, j'avais pas tous ces symptômes-là. Mais par contre, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était présente. Donc vous avez été voir quelqu'un pour ce petit problème ou pas? Je suis allée au laboratoire parce que mon médecin n'était pas disponible. Donc, j'ai déjà fait une analyse d'urine. Qui n'a rien révélé d'ailleurs, où il n'y avait rien du tout. Donc pas d'infection, pas de... D'accord. Non. Et puis le ventre s'est mis quand même à gonfler avec des douleurs. Alors à gonfler, moi je me rappelle quand j'étais enceinte et qu'on avait des contractions, on a le ventre, on croirait qu'il va exploser, le ventre très très dur. Peut-être dû à des gaz, mais j'en avais pas. Donc, et puis quelques petites pertes odorantes. Donc là, ça m'a quand même interpellée. Donc j'ai pris rendez-vous chez le gynéco, mais bon, il fallait que j'attende un petit peu quand même. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? On va pas attendre, nous. Oui. Donc j'ai pas plus tard qu'hier, Brigitte. Je suis allée voir un gynéco qui m'a fait un prélèvement vaginal et qui m'a fait une écho vaginale. Oui. Alors, visiblement, il n'y aurait rien. Il y a un ovaire gauche qui paraît bien. Par contre, on n'a pas trouvé l'ovaire droit. Il a essayé plusieurs fois de le chercher, mais il ne l'a pas spécialement trouvé. Bon, on a fait quand même un prélèvement qui est parti au laboratoire. Et pour ces douleurs abdominales-là que j'avais quand même, qui font partie aussi des symptômes, il m'a prescrit un scanner. Voilà. D'accord, donc pour l'instant on en est là. Ok. On en est là. Mais entre les deux, Brigitte, il y a eu quand même une visite chez l'ostéo.
Parce qu'après ces problèmes de vessie et de gonflement, j'ai pris rendez-vous chez mon ostéopathe. Vous avez bien fait, oui. Voilà, qui a détendu la grosse tension qu'il y avait dans les vertèbres à gauche. Et puis, dans son approche par rapport à mon problème de ventre, il sentait comme quelque chose, comme une pierre qui était rattachée. Alors, je ne sais plus si c'est ou qui touchera la paroi du côlon ou du gros intestin. Je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre. Mais il a senti quelque chose. Et il m'a demandé si j'avais eu un conflit. Si j'avais eu un conflit. S'il y a quelque chose qui passe pas. Hein, voilà. On est d'accord. Alors, effectivement, j'avais une responsable de travail exécrable. Alors, est-ce que c'est la raison? Je ne sais pas, puisque je ne suis plus dans cet emploi-là. Donc, voilà. J'ai aussi mon chien vieillissant qui a 14 ans et qui me déclenche des tumeurs où ça m'affecte énormément. Et alors, vous voyez Valérie, déjà au début je vous demande qu'est-ce qui va pas, est-ce que c'est votre corps, est-ce que c'est votre vie, et bon, et visiblement dans votre vie il y a quand même des choses qui sont lourdes, parce que vous savez que vous allez sans doute bientôt perdre votre chien, c'est pas rien quand on sait à quel point notre chien c'est un être cher. Vous avez eu des problèmes au travail avec une supérieure, si j'ai bien compris, donc tout ça peut justifier peut-être déjà un besoin de marquer son territoire avec l'urine. Enfin bon, je laisse Michel interpréter, qu'il fera ça beaucoup mieux que moi. Oui, merci. Vous savez, je crois déjà que la première des choses qu'il fallait effectivement prendre en compte, qui semble être à la racine un petit peu des manifestations qui sont apparues derrière, c'était la question au niveau des cervicales. Cette tension cervicale... Oui. Alors, excusez-moi Michel, j'ai oublié aussi, parce que dans la foulée de tout ça, j'ai eu... il pense que c'est de l'eczéma qui est sorti sous le menton. Ça a commencé par 2 petits boutons et ça s'est propagé à une vitesse. Mais j'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai jamais fait d'eczéma, j'ai jamais eu de problème de peau. Il a fallu que je repasse chez le médecin pour avoir de la cortisone, enfin de la crème apaisante, tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Donc Michel, et donc ces éléments qui ont commencé à se manifester, à transparaître au niveau du cervical, avec ensuite donc une douleur qui était plutôt dominante à gauche, qui irradiait dans le bras ou pas? Qui irradiait dans le bras ou dans l'épaule? Non, ni l'un ni l'autre. Non. Ce qui se passe au niveau des cervicales, si vous voulez, les cervicales, c'est le pont qui existe entre le conceptuel, qui est la tête, et le réel, et l'action et l'agir, que sont les bras, etc. Et donc, lorsqu'il y a une tension dans cette zone-là, ça veut dire qu'il y a des interdits que nous nous mettons en place à exprimer quelque chose. Et que lorsque la douleur s'exprime du côté gauche, c'est plutôt en lien avec une symbolique masculine ou paternelle. Donc, par exemple, éventuellement, accessoirement, avec la projection sociale ou sociétale de ça, qui s'appelle la hiérarchie ou l'autorité. Et je pense que cette hiérarchie, cette autorité est quelque chose qui vous a mis en tension, face à qui vous vous êtes interdit, parce qu'à nouveau on est au niveau cervical et de la gorge, à exprimer les choses, et dont l'impact et l'intensité de l'impact, qui s'est traduit d'ailleurs par cette éruption brutale que vous avez eue au niveau cutané, qui elle signe la présence d'une phénoménale colère qui avait besoin d'exploser, mais qu'à nouveau vous vous reteniez à exprimer, rentre sans doute en résonance avec une mémoire de vécu, avec l'image de votre père, l'image du père et de l'autorité telle qu'il l'a présentée ou telle qu'il l'a pratiquée. Tout ceci étant quelque chose qui fondamentalement a pris tellement de place en vous que ça vous a gonflé au propre comme au figuré. La dernière des choses qui est cette manifestation au niveau urinaire, il faut savoir que la vessie, c'est l'élimination des liquides organiques chargés de toxines, c'est-à-dire des éléments qui nous ont été utiles, dont on s'est servi, mais qui sont devenus obsolètes du fait de cet usage, et qu'on élimine. C'est symboliquement la représentation des vieux schémas, des vieilles références et des vieilles croyances. Et on trouvera donc très souvent, derrière les problématiques, inflammation ou non urinaire, infection ou non urinaire, cystite ou non, en tout cas derrière le fait que des urines se chargent comme ça,
la nécessité à éliminer de ces vieux schémas, à éliminer notamment des schémas qui sont en lien avec les représentations des ancêtres et des anciens, et donc des ascendants, et notamment de l'autorité. C'est pour ça que les petits-enfants, les petits garçons qui faisaient pipi au lit, le jour, ça s'est arrêté, puis le jour où ils ont fait le service militaire et qu'ils ont eu un sergent-chef qui était aussi bête que leur père, ils se sont mis à refaire pipi au lit. On retrouve souvent derrière cette notion de ces tensions urinaires, et même non infectieuses, et dont on ne comprend pas la véritable origine, et qui peuvent se traduire par une coloration plus grande, plus forte des urines, ce besoin absolu de décharger une charge toxinique qui s'était petit à petit mise en place en nous, et qui elle-même est la conséquence de ces vécus qui sont là. Fondamentalement, vous avez besoin de tourner la page par rapport à l'image du père, semble-t-il, et vous avez besoin de vous permettre de passer à autre chose, hein, d'essayer de libérer ces tensions qui sont là. Et cette fameuse pierre et ce caillou qu'a évoqué votre ostéopathe, en dehors du fait que ça peut simplement être la présence effectivement d'une vésicule qui est très chargée, voire même dans laquelle il y a peut-être quelques cailloux, c'est simplement la symbolique et la représentation et le ressenti physiologique d'un poids dont il faudrait que vous puissiez vous libérer. Alors, et comme par hasard, oui, allez-y Valérie, très vite. Pardon, oui, allez-y. Alors, ce qui est étrange dans ce problème de vessie, Monsieur Odoul, c'est qu'avec ce problème-là, je me suis retrouvée à passer des nuits sans me lever pour aller aux toilettes. Je pense, pour la première fois de ma vie et depuis très longtemps, je ne me suis pas levée pour aller aux toilettes. Alors, c'est peut-être arrivé une fois par semaine, hein. Alors là, ça a repris, je me suis levée encore cette nuit, mais il y a eu un stop des urines la nuit, pendant que je vivais ce que je viens de vivre là, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit, chouette, je ne me suis pas levée cette nuit pour aller faire pipi, quoi. Oui, mais tout ce que vous exprimez comme manifestations physiologiques sont certes inconfortables, mais ne sont pas obligatoirement la signature de quelque chose de mauvais qui se passe. C'est la signature d'un travail de fond dans lequel vous êtes en train de faire le grand ménage à l'intérieur. Alors vous êtes peut-être dans une phase de vie aujourd'hui, ou parce qu'il y a certains changements, où il y a des modifications fondamentales qui sont en train de se mettre en place, et c'est ça que vous éliminez. Merci Valérie, on continue dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et c'est Laurence maintenant qui nous rejoint. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors moi je viens vers vous, j'aurais eu envie d'échanger avec vous sur un problème que j'ai au niveau des yeux. Oui. Depuis un petit peu moins d'un an maintenant, et ça se traduit par, au-delà d'une gêne, d'un sentiment de gêne, une production de... Alors moi je l'appelle d'un mucus blanc, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas d'une production de quelque chose de gras qui m'empêche de voir correctement et qui est surtout qui produit de la gêne, à la limite un peu de la douleur sous les paupières. D'accord, oui, et puis ça doit être, vous voyez un peu trouble, j'imagine, quand ça... Par moment, oui, absolument. Oui. Et vous êtes allé consulter? Oui, alors j'ai vu 2 ophtalmos, j'ai vu mon médecin traitant. La réponse étant ou sécheresse oculaire ou l'âge. J'ai 55 ans, donc il y a eu quelques traitements et anti. Pardon ? Je dis l'âge, ça va, hein, Laurence. Vous avez... Oui, c'est ce que je me dis aussi, absolument. Ça c'est aussi une bonne réponse de médecin quand il ne trouve pas. C'est ça. Donc voilà, ça ne me satisfait pas comme réponse. Donc il y a eu quelques traitements effectivement anti-infectieux, des traitements d'hydratation qui n'ont absolument rien changé, ni à l'inconfort, ni à la production de cette partie que je trouve moi grasse, mais je ne sais pas si c'est tout à fait ça. Oui, c'est un espèce c'est une chose qu'on rencontre parfois quand on a des opérations ou des interventions au niveau oculaire, etc. Dans les temps qui passent derrière, la manière avec laquelle l'œil évacue un certain nombre de choses
peut se faire à travers cette espèce comme des petites croûtes, comme des petites choses qui sont d'ailleurs un peu plus importantes le matin que le soir. Et on a derrière ça souvent, dans ce qui est le non pathologique, effectivement, une sécheresse oculaire qui a pu apparaître. Alors, la question c'est, est-ce que vous avez eu des modifications alimentaires ces derniers temps ou pas ? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2 ? Eh ben, c'est une bonne question parce que j'arrive pas à le relier à un événement particulier. Qu'est-ce que vous avez du mal à voir ? Peut-être que c'est un peu la question que je me suis posée. Le seul changement que je pourrais peut-être noter, c'est effectivement d'avoir sans doute découvert certaines choses de moi suite à j'allais dire des stages de développement personnel, des choses comme ça. Donc j'aurais plutôt été dans la découverte de quelque chose plutôt que dans l'absence de vision de quelque chose. C'est pas totalement anodin si quelque ça vous chose qui était gras à voir. Est-ce que c'est quelque chose qui était gras à voir ? C'est-à-dire lourd, c'est-à-dire lourd, chargé. Je dirais pas ça parce que je trouvais que c'était quelque chose de plutôt joyeux puisque j'accédais enfin à toute la partie émotionnelle qui est la mienne, j'accédais enfin à des ressentis de façon plus facile, etc. Donc c'était plutôt de la joie. Oui. Mais est-ce que ça vous a donné l'impression que vous aviez raté quelque chose, vous avez perdu du temps ? Enfin, ça a forcément été quand même quelque chose qui, à un moment donné, vous dit. Enfin, vous voyez, vous. Alors, la première réaction a pu être celle-ci, mais après, je me suis dit que c'était plutôt une grande chance d'avoir pu sortir un petit peu de la carapace, quoi. Oui, mais ça, c'est le cortex qui répond. Ça, c'est le cerveau qui répond. C'est la tête. La réponse du cœur est peut-être plus intéressante. Et peut-être que la réponse du cœur, elle prend un peu de temps et elle vous encombre un petit peu et vous empêche un peu de voir comme aussi clairement que vous allez pouvoir voir une fois que tout ça sera digéré. Parce que quand on a une très bonne nouvelle ou une très bonne découverte, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Qu'est-ce qu'on a comme manifestation ? La très bonne nouvelle, c'est, je sais pas, la montée d'énergie. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est des mots, ça. Dans la réalité physique. Dans la réalité physique, c'est... je ne sais pas répondre à votre question. Quand on a une grande joie intense, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je peux pleurer ? Eh ben voilà. Effectivement, je ne l'avais pas dans ce sens-là. Donc, ce sont des larmes un peu épaisses, on va dire. Oui, je confirme, oui. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce qui retient la joie ? Qu'est-ce qui retient la joie ? Une certaine culpabilité, sans doute. Tiens. Donc, vous voyez, je crois que c'est intéressant parce que vous avez compris en surface, si on peut dire, comme souvent, et puis le corps vous laisse aller un petit peu plus en profondeur pour comprendre un peu plus en profondeur à la fois cette bonne nouvelle qui quelque part quand même apporte un peu de ressentiment. Alors est-ce que c'est de la culpabilité ? Est-ce que c'est l'impression d'avoir raté quelque chose ? Ça, c'est vous donnez le droit d'accueillir les choses un peu plus simplement et sans aucune... Et avec joie. Sans aucun voile, si j'ose dire, sans aucune interface ou quelque chose. Vous savez, ce qui est... La graisse, on s'en sert dans tous les plans, on s'en sert pour retenir les odeurs et les parfums, on s'en sert pour fixer les goûts des épices. À l'intérieur du corps, on s'en sert pour fixer certaines mémoires, et quand on est dans la sphère respiratoire, à travers les mucosités, ce côté un peu gras des mucosités, on s'en sert pour retenir les poussières, etc. C'est-à-dire qu'il y a derrière ce type de matière la signification que quelque chose est retenu, et quand elle se situe au niveau de la phase oculaire et qu'elle voile un peu la face, ou du moins plutôt le regard, c'est que on ne se permet pas d'aller au bout de la capacité et de l'accueil simple et joyeux de la lumière qu'on peut percevoir et qu'on peut rencontrer. Voilà, je crois que Laurence, vous avez compris et ça va s'arranger normalement assez rapidement. Merci en tout cas. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Moi, ce que j'aime...
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à décoder les mots du corps avec Michel Odoul qui est avec moi et qui a écrit évidemment « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Ça, c'est aux éditions Albin Michel et on fête les 30 ans de la sortie de ce livre et cet immense succès, pas uniquement en France d'ailleurs, puisqu'il est vendu dans énormément de pays, même aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, en Chine, au Japon. Voilà, on est dans la couverture à peu près de notre planète et c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que son contenu, il est universel. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une réponse spécifique à tel ou tel type de choses, mais qui parle de nous, de ce que nous sommes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en sous-titre, j'ai mis les mots du corps sont les cris de l'âme, c'est-à-dire que ça parle de ce qu'est l'essence même de l'être humain. Et d'ailleurs, dans la nouvelle édition, vous parlez de ces nouvelles maladies qui sont dues justement à l'éco-anxiété, à l'anxiété qui est assez présente et à ces peurs qu'on essaye de véhiculer sans arrêt dans les médias et qui forcément provoquent du stress et des problèmes de santé. Ces grandes vagues, ces grandes pathologies qui explosent, que ce soit des pathologies neuronales, d'Alzheimer en passant par Parkinson ou autres, mais de vécu et sociétal comme la désespérance ou physiquement ressenti et généré par ces modes de vécu qui sont la fibromyalgie, les apnées du sommeil. Alors vous savez que vous venez faire une magnifique synchronicité, Michel Odoul. Non. Je vous assure, puisque nous avons Lynn qui est avec nous et qui vient d'être diagnostiquée d'une maladie de Parkinson. Oui. Et vous venez de la citer comme par hasard. Oui. Comme quoi, tout est relié. Voilà. Bonjour Lynn, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, j'ai eu l'occasion de vous voir à une conférence il y a quelques années sur un salon où la salle était pleine. Je vous le dis parce que... Elle est toujours pleine la salle avec Michel Odoul. C'est toujours plein, Alors je vous appelle parce que je vais un peu planter le décor familial. Je suis issue d'une famille de 3, donc deux frères et moi je suis la dernière. Enfin, c'est 3 officiellement, mais on est 4 en fait, réellement. Il y a 2 enfants nés de mon père et de ma mère d'une première relation. Donc tous les 2 enfants ont été adoptés par mon père. Donc ils portent le nom de mon père. Et j'ai un vrai frère réel, donc qui était le préféré de mon père, puisqu'il portait le nom de famille. Donc moi j'étais considérée comme... j'ai toujours essayé d'attirer l'attention de mon père, en fait, quand j'étais enfant. Donc, je jouais la garçon manquée. Je jouais au football, je me bagarrais avec les garçons, mais rien n'y a fait. Je suscitais pas l'intérêt de mon père, en fait. Vous restiez une fille. Voilà, j'étais considérée comme une fille. Et un jour, mon père m'a dit, ça, je ne le savais pas, ma mère me l'a jamais dit, ta mère voulait une fille. Ça, elle me l'a jamais dit. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. C'est bien ça. Ça, c'est bien par rapport à ma mère, mais elle m'a jamais dit qu'elle voulait une fille, en fait. C'est mon père qui me l'a dit. Là. C'est quand même bien que vous le sachiez. Ça, c'est super. Je suis super contente de ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, j'ai été appelée par les voisins de mon père, parce que mon père a été hospitalisé, emmené par les pompiers. Il avait des problèmes d'équilibre. Et suite à ça, en fait, j'ai dû m'en occuper. Il avait 88 ans, j'ai dû m'en occuper à domicile, parce que je savais que avec son problème d'équilibre, il ne pourrait pas... Donc vous avez pris votre père chez vous ? Non, je suis restée chez lui. Vous êtes resté chez lui, d'accord. Enfin, c'est pareil, voilà, c'est-à-dire vous ne l'avez pas placé, vous avez préféré le... non, parce qu'il avait des problèmes d'équilibre. J'ai sauté le pas, puisque j'étais la plus proche, en fait, de lui, au niveau géographique. J'entends bien, mais vous auriez pu le placer en EHPAD. Oui, mais c'est pas dans mon optique, je l'abandonne. J'entends bien, mais c'est important de constater que vous avez préféré vous rapprocher assumer de lui, la prise en charge. Et peut-être, grâce à cette prise en charge, être enfin reconnu par votre père. Ça signifie quand même quelque chose. C'est en ce sens. Mais j'ai pas pensé à ça. Je vous avoue, Brigitte, que j'ai pas pensé du tout à ça. Je me suis dit, j'abandonne pas mon père en EHPAD. Oui, mais nous, on y pense, forcément. N'est-ce pas, Michel Odoul ? C'est bien d'y penser, effectivement. J'y avais pas pensé. Bon. Donc, en fait, je me suis occupée de lui en 2021 jusqu'en 2023. Et 6 mois avant son décès, en fait, je l'ai placé en EHPAD parce que j'en pouvais plus, quoi. Le huis clos était insupportable. C'est insupportable. Donc, aidé par une de mes voisines, je l'ai placé en EHPAD.
Et à la suite de ça, en fait, je suis tombée malade, j'ai développé la maladie de Parkinson. Bah, bien sûr. Oui. Alors j'ai pensé, comme mon père avait des problèmes d'équilibre, je me suis demandé est-ce que c'est pas un égrégore. Non, c'est pas ça. Je ne pense. Enfin, on peut jamais dire. Je sais jamais avoir de certitude là-dessus. J'aurais pas tendance à pas penser à ça. Vous savez, on va trouver derrière la maladie de Parkinson, elle a des manifestations et des expressions très précises et très particulières qui commencent à apparaître dans le fait qu'on maîtrise moins bien les gestes, il y a des tremblements qui commencent à émerger. La deuxième des choses, c'est qu'on a une difficulté de plus en plus grande au tonus, c'est-à-dire à la capacité à se lever et à démarrer des choses tout de suite. La troisième des choses qui se manifeste, c'est que petit à petit aussi, on a un faciès qui devient figé, c'est-à-dire qu'on a tous les signaux physiques de la personne en fait qui s'est contraint dans un devoir, qui s'est contraint dans un interdit à exprimer les ressentis parce qu'elle doit se préoccuper, elle doit répondre à des injonctions, à des contraintes ou à des devoirs et à des nécessités. Et donc c'est le schéma dans lequel vous êtes rentré quand vous avez décidé de vous occuper intégralement de votre père. Et au-delà de la question de ce qu'il peut y avoir derrière une espèce de remboursement de dette ou de quelque chose dans lequel vous l'aviez identifié, vous, à travers la quête du besoin absolu de la reconnaissance, ce devoir dans lequel vous êtes rentré, effectivement, vous a conduit à réfréner un certain nombre de ressentis et de vécus. Vous vous êtes interdit un certain nombre de choses dans votre propre vie. Sauf que le jour où c'est devenu, parce que c'était une pression telle qu'à un moment donné, vous ne pouviez plus. Et donc là, vous voyez jusqu'où le bouchon avait été poussé. Et quand vous avez été contrainte, entre guillemets, si j'ose dire, parce que pour du Parkinson, contraint, c'est exactement ce dont il s'agit, à le laisser aller dans un EHPAD, est venu se rajouter à ça une culpabilité extrême, une culpabilité de l'abandon, l'impression d'avoir été une mauvaise fille, d'avoir pas respecté son père, de l'avoir abandonné, de l'avoir laissé tomber, etc., etc. Et qu'est-ce qui vous restait comme issue à ce moment-là ? Eh bien, de traduire dans votre corps, effectivement, tous ces interdits que vous avez mis en place dans votre vie et qui faisaient que vous n'existiez plus par vous-même, mais que vous n'existiez que par procuration à travers l'autre. D'accord. Donc il va falloir faire la paix avec vous-même, Lynn. Hein, je crois que c'est le premier, comme ça, sur un plan symbolique, c'est la première chose qu'on peut vous dire. Hein. C'est vrai que au départ, ça a été difficile de me dire que j'allais devoir le mettre en EHPAD, alors que ce n'est pas du tout un projet que j'avais au départ. Et j'en pouvais plus. C'était, à un moment donné, je me suis dit, c'est lui ou moi, quoi. Mais Lynn, surtout quand on n'a pas eu une très bonne relation avec un de ses parents, aller s'installer chez lui, en plus, c'est encore plus dur parce que du coup, vous perdez votre territoire. Vous êtes sur son territoire, vous imaginez bien. Ah, donc oui, comment il peut vous n'existez pas. Vous dominer, quoi. Oui, tout à fait. J'avais pas vu sous cet angle-là, effectivement. Donc Sauf que le Parkinson, il vous dit que de toute façon, la vie va vous conduire au fait que vous n'allez pas pouvoir tenir. Et vous n'avez pas pu tenir puisque vous avez été obligé de le mettre en EHPAD. La vie, elle vous dit que vous avez de plus en plus de mal à y aller et à vous mettre en mouvement pour aller vers ça. Je pense qu'à la fin, c'était de plus en plus difficile pour vous de vous lever, d'aller résoudre les choses, de répondre à tous les demandes et les besoins qui pouvaient être les siens, d'être en survigilance permanente. Et puis enfin, le Parkinson, il vous dit par le figement du faciès que vous vous interdisez d'exprimer les ressentis, voire même éventuellement de les ressentir. Sauf que tout ça, c'est de la négation de vous. Et donc, il est temps de revenir à vous-même. Il est temps peut-être même de vous faire aider. Vous savez, c'est assez étonnant de voir que quand on a un Parkinson et qu'on fait de la peinture, du dessin ou du chant, on ne tremble plus. Ah oui, d'accord. Quand on écrit, on tremble ou pas ? Ah oui, quand on écrit, normalement, surtout quand on cherche ses mots, etc., dès que vous êtes dans une action qui se veut volontaire ou précise, là, il commence à y avoir des conséquences au niveau neuro, oui, bien sûr. D'accord. Et vous pensez que ça peut être guérissable ? Ça, c'est possible ou pas ? Lié où ? Alors, d'abord, il y a des médicaments qui sont quand même très efficaces aujourd'hui sur le Parkinson. On a beaucoup avancé. Et puis, plus vous allez l'intégrer, mieux vous allez aller. De toute façon, alors guérissable, ça, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous appelez du sable ? Guérissable. Ah, guérissable, pardon, excusez-moi, j'avais pas très bien compris. Comment peut-on dire ça en 2 minutes dans une émission de radio, etc. Très sincèrement et fondamentalement, avec ce que l'on connaît à travers ce qui s'appelle les rémissions spontanées, on sait grosso modo qu'il n'y a rien qui ne soit pas guérissable. En même temps, personne n'a la clé et ne sait comment faire. Mais l'idée peut-être pour vous n'est pas déjà d'aller dans un sentiment vers quelque chose qui soit une guérison. La première des choses, c'est peut-être d'arrêter une évolution.
Vous allez pouvoir peut-être arrêter cette évolution si vous revenez à vous-même. Si vous vous redonnez le droit de vous détendre et de vous laisser aller. Et dans un premier temps, ça peut sembler paradoxal, parce que quand on a un Parkinson et qu'on se détend, les tremblements sont plus importants. Mais il y a un besoin de passer par une phase par laquelle on évacue et on élimine les choses. Comme Brigitte vous le disait, il y a aujourd'hui des traitements qui sont des traitements qui, à minima sur les symptômes, sont particulièrement efficaces. Et que souvent, le problème, c'est qu'on s'abrite derrière eux, et à partir de ce moment-là, on ne fait pas le reste du travail qu'il y a à faire. Il faut vous faire accompagner, vous faire suivre et vous faire soigner, prendre ce qui convient pour vous rendre le quotidien facile. Mais il va falloir que vous fassiez un travail fondamental. Et pour ça, je pense qu'il faut vous faire aider. Il faut que vous abandonniez cette espèce de double quête de remboursement d'une dette qui serait celle que vous étiez une intruse qui n'était pas prévue et que vous avez projeté qu'on attendait quelqu'un d'autre que vous. Et puis de vous réconcilier avec cette espèce de hiatus qui est à l'intérieur où c'est votre père qui vous dit que c'est votre mère qui voulait une fille. Mais tout ça, ça vous dit quoi très globalement? Ça vous dit juste une chose fondamentale, essentielle et importante à comprendre. Ben, c'est qu'on vous a donné la vie et qu'on vous a aimé. Et que quelque part, c'est vous qu'on attendait. Et c'est bon que vous le preniez enfin. Merci Lynn, merci beaucoup. On fait une petite pause, on va conclure dans un instant. En quoi les hommes ont-ils changé leur façon d'aimer depuis MeToo? C'est la question que nous nous poserons demain en compagnie de Guillaume de Brébisson. Pour participer à l'émission, appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul, toujours avec nous, fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel. Je rappelle que dans ce livre, vous trouverez peut-être des pistes. Alors, on ne trouve pas des réponses. Je crois que c'est important, vu tous les témoignages qu'on a eus depuis 14 heures, de rappeler qu'on ne trouve pas des réponses. C'est pas un quiz. Non, ça a été le propos même de l'écriture de ce livre. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre de recettes. C'est un livre d'incitation à la réflexion et c'est un livre qui propose des pistes, qui propose des directions dans lesquelles la réflexion doit être portée. Mais personne ne peut vous dire ce que vous avez. En revanche, avec des éléments qui peuvent vous être apportés, on peut vous proposer des choses qui vont réveiller en vous cette perception à un moment donné de se dire « bah oui, tiens, c'est peut-être bien par là qu'il y a quelque chose qui se passe ». Ce que l'on voit de temps en temps d'ailleurs avec les personnes qui viennent et qui témoignent, quand on leur dit certains mots les frappent et les touchent. Bien sûr. Et c'est ça l'idée, c'est ça l'essentiel, parce que ça réveille ce qui est au plus profond de nous-mêmes, c'est ce qui se passe. Voilà, et à partir du moment où on comprend par la profondeur de soi et par donc l'âme, pour revenir au sous-titre de votre livre, eh bien, on fait un petit pas de plus sur le chemin. Et des portes s'ouvrent. Et des portes s'ouvrent et des douleurs s'estompent. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. Merci infiniment de me prendre à l'antenne. Parce que... Alors, on a un grésillement très désagréable. Essayez vite de régler ça, parce que sinon, on ne va pas pouvoir vous garder à l'antenne, Ingrid. Je ne sais pas, est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on... Non Alors, allez-y, Ingrid. D'accord. Donc, en fait... ça va. Ah oui, c'est bon. Super. Ça fait 8 mois maintenant, donc j'ai 47 ans. Je sais que vous avez écrit un livre aussi sur les correspondances avec les âges. Donc j'ai 47 ans, ça fait 8 mois maintenant que qu'on a découvert deux maladies auto-immunes. La première, c'est Hashimoto, classique, que beaucoup de monde a, de femmes notamment, et la maladie de Zémer, qui est j'ai plus de vitamine D12 dans mon corps. Donc je voulais avoir votre avis et une piste de réflexion parce que j'essaie de tourner viré. Ce qui est marrant ou pas, j'en sais rien, vous allez peut-être me dire, c'est que j'ai fait une crise qui a dévoilé ces deux maladies auto-immunes. Ça a été aux 14 ans de ma fille quand je l'ai amenée aux Bahamas. Donc peut-être qu'il y a une correspondance, je ne sais pas. Vous avez fait une crise, c'est-à-dire je m'étouffais, j'ai eu la gorge qui a un petit peu gonflé, je me suis étouffée, j'avais des glaires très épaisses qui m'étouffaient en fait. On ne savait pas d'où ça venait. Ils se sont concentrés, les médecins, sur tout ce qui était thyroïde.
l'ORL a donc découvert la thyroïdite d'Hashimoto, mais parallèlement à ça, j'avais d'autres choses et je voyais bien que les glaires ne venaient pas de la thyroïde. Donc ils ont cherché, on a fait un PET scan, tout ça, et l'interniste a découvert la maladie de Biemer. Voilà. Oui, mais vous faites une crise aux Bahamas avec votre fille qui a 14 ans, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que rien de particulier, c'était ses 14 ans, j'avais envie de lui faire plaisir, elle voulait à tout prix voyager, mon mari travaillait beaucoup, tout le monde travaillait, donc on est partis toutes les deux, et vraiment on était heureuses de partir toutes les deux. D'accord, mais il n'y a pas eu une dispute ou quelque chose qu'elle aurait dit, ou enfin vous ne savez pas pourquoi tout d'un coup vous déclenchez cette crise? Absolument pas, je n'arrive pas en tout cas à trouver de cause ou de... Voilà, si ce n'est qu'elle a 14 ans et que... Voilà, je n'ai pas trouvé d'autre. Je me suis dit, qu'est-ce qui a pu mais alors, faire ça signifie quoi qu'elle ait 14 ans, justement? Oui. Eh bien, qu'est-ce qui peut faire résonance en moi à 14 ans? J'essaie de chercher pour me dire, mais pourquoi j'ai développé ça à ce moment-là, en fait? C'est ce que j'essaie de trouver. C'est votre corps, il vous le dit, hein. Il vous parle de la zone corporelle, c'est-à-dire que ça s'est passé au niveau de la gorge. D'ailleurs, la thyroïde se situe au niveau de la gorge. Cette manifestation qui ressemble un petit peu à un œdème de Queen que vous avez pu avoir au niveau de la sphère respiratoire qui peut conduire jusqu'à l'étouffement, cette espèce de surcharge en glaire, etc., vous montre qu'il y avait sans doute quelque chose qui était œdématique, une inflammation et un feu émotionnel qui était là et qui était très présent. Et qui était présent au point que manifestement vous vous étouffiez et que vous aviez besoin pour pouvoir restaurer une bonne respiration, c'est-à-dire une bonne capacité à vous faire nourrir à nouveau par le principe de vie qui vient du ciel, qui dans le fait physique s'appelle la respiration et qui dans le fait psychique s'appelle la valeur qu'on se donne. Et que ça s'est passé dans un moment et un voyage où vous accompagnez votre fille qui a 14 ans, mais que vous accompagnez votre fille qui a 14 ans seule. C'est-à-dire qu'il y a là tout un contexte qui est sans doute qu'un contexte qui rentre en résonance avec peut-être un vécu d'abandon et de trahison que vous avez pu avoir au même âge, vous, quand vous aviez vos 14 ans. C'est énorme. Pardon ? Merci. C'est énorme ce que vous me dites. Merci infiniment. Ben oui, parce que ça fait revivre quelque chose qui vous est arrivé. Et que les glaires vous disent que pour pouvoir respirer, il faut cracher le morceau. Ok. Ok, oui, ok. Vous m'aidez sur mon degré de réflexion et ok. Bon, d'accord. Mais vous avancez, vous continuez à avancer sur votre chemin. On vous a donné la lanterne, si je puis dire. Ah oui, oui, merci infiniment. Bon, super. et puis on pose pas la question pour savoir quoi parce que c'est pas la peine. Merci beaucoup Ingrid, merci beaucoup. Merci à vous. Virginie est avec nous. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel, merci de me recevoir. Oui, voilà, je vous appelle puisque depuis 20 ans, j'ai des problèmes de migraine qui ont donc démarré à l'âge de 36 ans, alors que jusqu'alors, je n'avais jamais eu mal à la tête. Au départ, je me suis dit, j'ai eu une entorse au cervical côté droit à l'âge de 17 ans. Et effectivement, on me disait que c'était sûrement un lien. Et puis, beaucoup de tension sur les trapèzes, des mâchoires que je serrais la nuit énormément, ou parfois le jour, d'ailleurs j'ai toujours. Et puis, j'ai fait appel à la chimie durant quasiment 16 ans. Je vais prendre des bêta-bloquants, etc. Mais rien n'y faisait, et des migraines toutes les semaines sur 5-6 jours. Et là, depuis 3 ans, je suis suivie par un ostéo et une personne qui fait la médecine énergétique chinoise. Alors ça va mieux, puisque je ne suis plus avec l'Almogran, avec tous ces traitements chimiques. Je suis avec de l'ibuprofène ou doliprane qui ne me calme pas la douleur. Mais bon, je fais avec ça. Voilà. Et par contre, depuis 3 ans, ce qui est apparu, c'est des douleurs qui me réveillent le matin, ou quand je me réveille, je suis allongée, et douleurs très fortes entre les 2 yeux et à la base du crâne. Voilà. Donc, j'arrive pas à m'en sortir et j'essaie de faire des massages, de la relaxation, des choses comme ça. En tout cas, si on additionne 17 et 17, on tombe sur 34 déjà, donc on n'est pas loin de 36. Oui, puis il y a 36. 36, c'est pas rien. 36, c'est 3 fois le cycle jupitérien. 36, c'est l'âge de la pleine expansion, de la réussite et du succès, de la manière avec laquelle on récolte tout ce qui a été
établi au préalable. 3 ans avant 33 ans, c'est l'âge où le Christ est mort pour obéir aux injonctions du Père. Et Jupiter, et le Père, et etc., etc. Et la prise de tête, manifestement, il y a quelque chose qui est en lien avec votre histoire personnelle, avec la place, la position, les attitudes ou les comportements de votre Père, avec la manière avec laquelle vous avez mis une chape de plomb en place pour ne pas laisser émerger le ressenti ou le vécu, et que vous avez sans doute besoin, et c'est déjà bien la façon dont vous faites accompagner, mais vous avez besoin sans doute d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de vous libérer de ce qui vous prend la tête, de ce qui vous empêche de vivre et d'exister, de tout ce que sont ces manifestations qui sont les manifestations dans lesquelles, à l'extrême, dans ce que vous venez de dire, le point qui est sur le devant où vous avez mal, c'est celui qui s'appelle le troisième œil, c'est le point qui est celui qui va vous amener l'information de manière subtile et non plus à travers les 5 sens. Et les points dont vous parlez derrière, ce sont les points d'appui référentiels que j'évoquais déjà en début d'émission avec Atlas. Vous êtes dans une phase de vie dans laquelle, manifestement, vous avez besoin de reparamétrer et repositionner toutes les images fondamentales, et notamment celles du Père. Arrêtez de vous prendre la tête avec des mémoires, même si elles ont été douloureuses, pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez besoin de vous libérer votre tête. C'est d'ailleurs la migraine est très psychosomatique, hein, oui. Très souvent. Oui, c'est une vasodilatation, voire dans certains cas une ischémie, une vasoconstriction des capillaires, etc. C'est souvent associé aussi, en ça le travail de l'ostéopathe peut être intéressant, ou d'un praticien shiatsu, c'est ce qui vous permet aussi de travailler sur les cervicales. Or, derrière la migraine, il y a une compression très fréquemment au niveau de la première cervicale, qui est aussi très importante. D'ailleurs, en psychanalyse, Virginie, on dit souvent que les femmes, il y a plus de femmes qui ont de la migraine parce qu'il y a plus de femmes qui ne s'autorisent pas la jouissance au sens large du terme. Alors je suis très étonnée parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on me parle de mon père. On est toujours en train de me parler de ma mère. Bah oui. Vous voyez ? Bah écoutez, peut-être qu'on se trompe. Oui, non mais d'accord, mais mon papa étant décédé il y a plus de 10 ans, Vous savez ce que vous pouvez faire ? Vous prenez une feuille de papier, vous allez lui écrire là où il est. Et quand vous aurez fini cette lettre, vous la relisez, vous la signez, vous allez la brûler, comme ça il recevra le message. Ok, mais sauf que je ne vois pas ce que je peux voir avec lui. Je sais pas. Justement, vous ne le voyez pas, vous vous laissez pas prendre la tête par ça, vous prenez juste une feuille de papier, un stylo, et puis après vous laissez aller, vous laissez venir ce qui vient. D'accord. Même s'il y a que 2-3 mots ou 2 lignes, ou s'il y a 10 pages, ça n'a pas d'importance. Vous laissez venir spontanément, vous ne préparez rien, vous ne vous dites pas j'ai ça ou ça à lui dire. Vous laissez émerger ce qui a besoin d'émerger. Et puis, juste une piste, encore une fois, ce n'est qu'une piste, hein, Virginie, mais le père, c'était forcément le mari de votre mère, et peut-être qu'il a fait subir des choses à votre mère, qui fait que votre mère vous a fait subir des choses. Enfin bon, moi j'en sais rien, hein, vous ne nous avez donné aucune info, mais c'est pas... nos parents sont reliés de toute façon, et le comportement de l'un joue sur le comportement de l'autre, etc. Hein, donc c'est à vous si on vous demandait de le définir en 3 mots. Mais on n'a plus le temps malheureusement. Et on va définissez-le pour vous en 3 mots sur la feuille de papier. Voilà, ce sera déjà... Faites, en tout cas, c'est une piste, vous risquez rien à la suivre, et vous gagnerez peut-être d'avoir moins mal à la tête. En tout cas, moins de prise de tête. Oui. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Oui. Merci en tout cas à Michel Odoul. Je crois qu'on a dit énormément de choses. On a pris pas mal d'auditeurs. Et puis, chacun fait ce qu'il peut. Et encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Et on met parfois du temps à trouver. Et parfois, on ne trouve pas. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être en chemin. Voilà, c'est d'être en chemin. Et puis, c'est de vivre et de prendre plaisir à vivre, quoi qu'il en soit. Je crois que c'est peut-être ça aussi que j'ai envie de donner comme message en fin d'émission. Demain, on sera avec Guillaume de Brébisson. On va parler de la sexualité des hommes à l'époque de MeToo. C'est vrai que c'est pas toujours simple pour les hommes. Donc, on aborde ce sujet demain avec Guillaume de Brébisson. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.